Salut les amis, c'est Tonton Seb. Mais voilà, tiens, pour ceux qui auraient encore un doute dans sur cette mascarade, on va dire, Covid et tout ce qui va avec, hein, cette vaccination qui va nous arriver bientôt. Alors pour tous ceux qui auraient encore un doute sur toute cette manipulation, je vous invite à regarder un petit truc que je vais vous diffuser tout de suite après cette vidéo du docteur Jean-Jacques Charbonnier, référent en réanimation à Toulouse depuis 2004 et médecin anesthésiste. Voilà, je vous invite à prendre connaissance de ce qu'il va vous dire et vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi on nous maintient dans un climat de peur, qu'on nous fait peur et tous les intérêts financiers derrière. Allez, salut les Gaulois, bye bye, on se fait niquer. Docteur Charbonnier, ravi de vous retrouver. Il s'est passé des choses incroyables depuis ce déconfinement. Mais avant, je vais commencer par une très bonne nouvelle. Vous savez qu'à partir du 22 juin, Thanatos retrouve les salles. On va être Ah, dans super. une salle de cinéma et là, c'est vraiment une très très belle surprise pour nous. Les exploitants de salles sont ravis de nous accueillir. Il faut dire qu'ils ont été pris un petit peu au dépourvu. Mais en tout cas, Thanatos va essayer de tirer son épingle du jeu. Donc n'hésitez pas, à partir du 22 juin, d'aller voir toutes vos salles de cinéma pour leur demander ce film et surtout de venir le voir ou le revoir. Voilà, c'est un film positif qui fait du bien sur l'après-vie auquel vous avez participé, docteur Charbonnier. Et puis je crois que les TCH vont reprendre également de votre côté à partir du mois de septembre. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, mon Dieu, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Donc ma première question, où va la science? Est-ce que là, aujourd'hui, on en est vraiment à son paroxysme avec toujours cette affaire de chloroquine, c'est-à-dire que le professeur Raoult a été vraiment la cible depuis le départ, à la fois dans un premier temps du gouvernement français, après on en reparlera un petit peu plus on va dire, de scientifiques, entre guillemets, avec cette fameuse étude du Lancet. Vous, comment vous l'avez perçue, cette étude du Lancet, docteur Charbonnier? Ben, je l'ai perçu, vous savez, dans une vidéo précédente, je disais que on pouvait faire dire tout et n'importe quoi à un article scientifique. Et là, on en a vraiment la preuve. Et moi qui rêvais d'avoir un article dans The Lancet pour valider la TCH, eh ben là, désolé, mais The Lancet ne valide plus rien, puisque là, on a eu la démonstration. Et comme vous le disiez, Richard Horton, ancien rédacteur en chef du Lancet, avait déjà dit en 2015 que la moitié des publications publiées dans son journal sont fausses, avec des conflits d'intérêts majeurs des rédacteurs d'articles. Donc déjà, il y avait cette suspicion. Mais là, bon, là, c'est vraiment flagrant, c'est du flag, quoi, on va dire. Parce que cet article du Lancet, sur lequel s'appuie tout le monde pour descendre Raoult, pour se protéger, uniquement pour se protéger, parce que effectivement, si on avait pu sauver des vies avec ce traitement, eh bien là, ils auraient eu des comptes à rendre. Et ils auront des comptes à rendre, parce que cet article du Lancet est complètement bidon. Alors moi, je l'ai regardé de près, je l'ai analysé. Alors, c'est une étude rétrospective sur 96 032 dossiers faits dans 671 hôpitaux sur 6 continents du 20 décembre 2019 au 14 avril 2020, avec quatre auteurs qui sont tous en conflit d'intérêts avec les laboratoires antiviraux. Tous. Première remarque, c'est que ce ne sont pas des infectiologues. Ensuite, c'est que pour avoir pu réaliser l'analyse de 96 032 dossiers en aussi peu de temps, on se demande bien comment 4 pèlerins auraient pu faire ça. C'est impossible. Il y a aussi dans ce dossier des comorbidités qui sont identiques sur les 6 continents. Comorbidité, ça veut dire quelles sont les pathologies des personnes qui sont étudiées. Eh bien, ils sont tous dans le même pourcentage de tabagisme, tous dans le même pourcentage d'hypertendus, tous dans le même pourcentage d'hypercholestérolémie. C'est tout simplement impossible. Et là, déjà, on voit que c'est du bluff, que c'est un article qui a été totalement construit. Et puis ensuite, il est construit avec des données fausses. C'est-à-dire que le professeur Raoult n'a jamais dit qu'il fallait donner de l'hydroxychloroquine au moment où les personnes étaient en détresse respiratoire et étaient hospitalisées. Il faut le donner avant, sinon ça ne sert plus à rien. Il l'a dit et redit, la charge virale, c'est au début. C'est pas quand les signes respiratoires sont déjà là. Il y a presque plus de virus à ce moment-là. On l'a dit et redit dans les vidéos précédentes.
Alors, on s'aperçoit que le taux de mortalité dans le groupe contrôle est de 9,3% et le taux de mortalité dans le groupe d'hydroxychloroquine qui regroupe 6221 patients est lui de 13%. Alors, ex abrupto, on se dit comme ça, ben oui, l'hydroxychloroquine a tué 4% la différence. Mais on ne connaît pas la dose, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas quel antibiotique a été associé à l'hydroxychloroquine, parce que ça peut être l'azithromycine, mais ça peut être aussi une bêta-lactamine ou d'autres produits, ou même rien du tout. Donc là, c'est le flou intégral. Et surtout, alors là, on sait que dans le groupe contrôle, il est totalement biaisé cet article, parce que dans le groupe contrôle, ils sont en meilleure santé que dans le groupe des 6221 patients. Dans le groupe des 6221 patients, il y a 20% de personnes qui sont déjà en détresse respiratoire avec des ventilations perturbées nécessitant donc une ventilation contrôlée. Et il y en a, donc c'est pas pareil, 7,7% dans le groupe contrôle. Dans le groupe hydroxychloroquine, les patients sont à moins de 94% de saturation en oxygène, c'est-à-dire qu'ils respirent très mal déjà, alors qu'ils sont au-dessus de 94% dans le groupe contrôle. Donc ça veut dire que le groupe contrôle, là c'est clair, est en meilleure santé déjà lorsque on fait cette analyse. Alors, pendant 48 heures, ces personnes ont été donc admises à l'hôpital et on a fait le diagnostic après 48 heures. Mais ce sont des gens hospitalisés. Ça ne veut pas dire que c'est 48 heures après le début de l'infection. Parce que si ça avait été 48 heures après le début de l'infection, oui, l'hydroxychloroquine aurait été active. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est 48 heures après le diagnostic fait à l'hôpital. Et il faut savoir que les gens qui sont hospitalisés, ils sont déjà en détresse respiratoire, ils sont déjà mal. Parce que je vous rappelle que les consignes du début, ça avait été de dire à tout le monde, ben, vous allez à l'hôpital quand vous ne pouvez plus respirer, quoi, en gros. Donc on voit bien là que toute cette publication du Lancet est complètement bidon. Et elle donc charge le professeur Raoult, alors que je le répète, ce n'est pas du tout les indications de l'hydroxychloroquine. Et puis, on a biaisé les populations testées. Donc voilà. Donc à partir de là, l'enquête, l'étude rétrospective, puisque c'est une étude rétrospective, les personnes qui ont été étudiées ne savaient même pas qu'elles étaient étudiées, est complètement bidon. Et on ne peut pas se reposer sur ça pour dire que l'hydroxychloroquine est un produit dangereux. Alors c'est d'autant plus surprenant parce que ensuite, bien sûr, tout s'est enchaîné. L'OMS a interdit l'hydroxychloroquine. L'agence de santé du médicament également. Le ministre Véran, très rapidement, mais dans les heures qui ont suivi, ont interdit l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19. Et c'est très surprenant, d'autant plus surprenant que l'OMS, en 1970, avait préconisé la chloroquine pour traiter le paludisme. Il faut savoir que le paludisme est la première cause de mortalité sur cette planète. La première cause de mortalité. Et concerne les enfants, 6 millions d'enfants chaque année. Hein. Exactement. Et il y a une plante qui guérit, et ça, on le sait maintenant, l'Arténusia annua ou l'Arténusia afra, ce sont des plantes qui guérissent en quelques jours le paludisme. On le sait, toutes les études médicales qui ont été faites dessus montrent que le taux de Plasmodium falciparum est anéanti en quelques jours, en 48 heures à 72 heures après la prise de cette plante qui existe dans les pays impaludés. Donc, tous les médecins qui ont voulu publier quelque chose dans le Lancet ou dans d'autres, comme dans le New England Journal of Medicine, eh bien là, c'est pareil, ils n'ont jamais pu le faire et ils ont même été destitués de leurs fonctions. Et l'OMS a interdit l'utilisation de cette plante. On ne peut la trouver nulle part. En France, vous n'arriverez pas à la trouver. Donc, ça veut dire que l'OMS ne veut pas que l'on traite les patients de façon efficace, c'est clair. Et Bill Gates a donc investi 4 milliards de dollars pour fabriquer un vaccin pour le paludisme.
Voilà l'explication. Bill Gates, qui passait pour un grand humaniste, est en fait un grand businessman et il veut avant tout faire de l'argent. De l'argent en se moquant pas mal des gens qu'il va tuer par ses décisions imbéciles. Bon. Enfin, c'est pas tout à fait imbécile, ce sont des décisions pour faire du business. Voilà. Mais il faut dédouaner aussi Bill Gates parce qu'il passe partout pour un grand humaniste qui fait du bien aux gens. Mais en fait, c'est avant tout quelqu'un qui veut faire de l'argent avec la santé des gens et ça, c'est inadmissible. Voilà. Docteur, je veux revenir à l'enquête publiée par The Lancet. Une chose que je ne comprends pas, notre ministre de la Santé est médecin. Quand on lit l'étude, on remarque tout de suite qu'il n'y a aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Il n'y a pas de témoignage ni de médecin, ni de. Enfin bref, il n'y a rien. Et ça questionne personne, ça questionne aucun médecin. Alors qu'il y a tout de suite eu des réactions quand même assez virulentes, notamment de simples médecins généralistes. Hein. Ben, bien sûr. Médecins généralistes qui ne sont pas ministres, qui disent attention, il y a un problème. Comment un ministre de la Santé peut prendre une telle décision en quelques heures pour bloquer la chloroquine tout de suite et pour encore une fois, tirer à boulet rouge sur le professeur Raoult? De toute évidence, il y avait une préméditation. De toute évidence, c'était préparé. L'article du Lancet était une commande, en fait. De toute évidence, c'est évident. Mais ils sont d'une telle naïveté, parce qu'il faut quand même être superbement naïf. Enfin, n'importe quel médecin qui sait lire une étude scientifique voit qu'elle est biaisée. C'est tellement évident. Comment pouvait-il penser que ça allait passer, ce truc? C'est impossible. Vraiment, à moins d'être analphabète et de ne jamais avoir lu une publication scientifique, on ne peut pas passer à côté de cette posture, c'est impossible. C'est quand même super grave ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous avez une revue scientifique qui jusqu'à maintenant était scientifique, on se rend compte que c'est du n'importe quoi, on est d'accord. À qui profite ce crime? Parce que là, je pense qu'il y a quand même. Je pense qu'il y aura à avoir le fameux Richard Horton devra rendre des comptes quand même sur cette publication. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Ça paraît assez évident. À qui profite le crime? Ça paraît assez évident. C'est une affaire de gros sous, tout simplement. Il est évident que le traitement du professeur Raoult n'arrange pas du tout les gens qui spéculent sur des antiviraux qui sont très chers, sur des vaccins qui sont très chers. C'est évident. Je ne sais pas comment peut-on être aussi naïf d'avoir cru qu'un article aussi bidon on pouvait s'appuyer dessus. Mais si on se sert ça comme fondation pour détruire un traitement qui peut sauver les gens, on s'aperçoit très vite que c'est des fondations faites en bois d'allumette, quoi. Ça ne tient pas du tout. Donc je ne comprends pas cette naïveté là. Et puis alors tout le monde qui tire à boulet rouge sur le professeur Raoult en disant mais moi je trouve ça hallucinant aujourd'hui qu'on en soit là quand même. Et surtout de la part de gens entre guillemets scientifiques qui ont cette capacité d'analyse. Là, il va y avoir un tsunami, une confiance, enfin un manque de confiance totale maintenant dans tout ce. Ah ben oui. Dans la science d'une façon générale et dans les scientifiques. Tout ce qui va être publié dans ces journaux, on s'aperçoit que. D'une façon globale, quand on dit tiens, la science a dit que. Oui, c'est pas la science. Quelle science? Comme l'a dit le professeur Raoult dans son interview, mais de quelle science vous parlez, quoi? Voilà. Donc, c'est tout à fait. Je veux dire, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Il n'y a pas d'autre adjectif. Pitoyable, je dirais. Voilà. Après, quels sont les mécanismes? Pourquoi les motivations? Peu importe, je dirais. Parce que ce qui compte avant tout, quand même, c'est qu'au bout du bout, il y a les patients qui meurent. Et il y a des patients qui sont morts à cause de ça. Et ça, est-ce que vous, impardonnable. Est-ce que vous, médecin, connaissant un petit peu la validité de cette étude, peut prescrire encore de l'hydroxychloroquine alors que c'est interdit maintenant par le ministre de la Santé, aller à l'encontre, parce que je pense que il va y avoir forcément, ça va bouger, les lignes vont bouger dans quelques temps. Il va y avoir des enquêtes, il va y avoir. Est-ce que le ministre de la Santé pourrait revenir sur sa décision? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de jouable? Je crois que les dés sont jetés, rien ne va plus, comme dirait l'autre. Enfin, c'est pas le casino, mais presque. Pour certains, oui. Mais là, je veux dire, c'est presque l'heure du bilan. Bon. L'infection Covid-19, elle est sur la fin, elle est vraiment sur la fin, et ça serait vraiment étonnant qu'il y ait
une recontamination secondaire. Ça bien serait sûr, étonnant, mais ça bien sûr, existe, ça bien peut sûr. Oui, exister, bien sûr. bien sûr. Toutes les, bon, moi j'écoute les infectiologues les plus compétents et ils disent tous la même chose. Il n'y a pas que le professeur Raoult, ils disent bon, toutes les épidémies virales, c'est une cloche. Et là, on est vraiment en bas de la cloche. C'est rare qu'il y ait Ouais. une recontamination secondaire, mais ça peut exister. Le professeur Raoult a eu cette image, c'est comme le loto. Ouais, même s'il y a une chance sur 1 million, il y a cette probabilité. Donc Bien il faut sûr. quand même être encore vigilant, mais bon, sans être dans Non. la peur, parce que là aussi, une telle peur a été transmise par ce gouvernement là-dessus, que les gens ont vraiment peur et certaines personnes vont sûrement mourir de peur, se suicider, parce que bon, je vois moi des gens, quelquefois je vois des gens en voiture, ils sont seuls Avec leur masque. dans leur voiture, ils ont le masque comme s'ils allaient contaminer la personne qu'ils allaient doubler ou croiser, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais donc il y a vraiment une peur qui a été instaurée et il va falloir rassurer les gens maintenant. Il va falloir leur dire, voilà, bon, 29 000 morts, la grippe saisonnière, c'est à peu près 20 000 morts aussi chaque année. Bon. Et puis il y a d'autres causes de mortalité. Dont 29 000 morts, dont 12 000 dans les EHPAD, hein, avec l'aide du Rivotril. Donc c'est quand même important de le souligner, avec une moyenne d'âge de 83 ans. Mais par contre, je pense que les dégâts psychologiques vont être considérables. Parce que cette peur, comme vous le dites, moi je me souviens du témoignage de la généticienne Alexandra Codorion qui disait mais il va y avoir un tsunami psychologique qui va être dévastateur. Et les médias mainstream Oui, ont renforcé cette peur en diffusant presque un compteur de morts sur les écrans de télévision. On pourrait faire la même chose pour les cancers, pour les maladies cardiovasculaires, enfin pour tout ce qui tue les gens. Ouais. Et là, vraiment, il y a eu une cible sur cette pandémie qui a été totalement disproportionnée et totalement biaisée aussi, parce que les médias mainstream ont relayé les informations gouvernementales à 100%, sans même faire leur boulot de journaliste, c'est-à-dire sans faire ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, alors qu'il devrait quand même y avoir au moins un doute sur cette publication du Lancet, au moins ça, quoi. Donc voilà, on est dans un système qui est en train de s'effondrer. Je pense qu'il y a une grande prise de position et de connaissance du grand public qui, grâce aux réseaux sociaux, vont pouvoir s'informer d'une autre façon et vont pouvoir réagir. Mais je pense que ça va réagir assez fort et qu'il va y avoir tout un tas d'institutions qui vont disparaître parce que ce Covid-19 aura eu le mérite de montrer tous les rouages pervers de notre société matérialiste. Et ça, c'est vraiment merci Covid-19, je vais dire. Parce que il y aura une prise de conscience qui va être telle que tout va changer. J'aurais voulu rajouter autre chose par rapport à la demande de délation qui avait été faite au début par le gouvernement. Je voulais réagir, mais c'était trop court, on n'avait pas eu le temps. Mais j'ai des confrères qui ont réagi par rapport à ça. C'est-à-dire que le gouvernement a demandé de transformer des médecins en délateurs, en leur offrant 55 € par délation, à dire qui est malade du Covid, et même encore pire que ça, dire quelles sont les personnes en contact avec les patients contaminés dans les 2 jours qui précèdent en donnant des primes de 2 ou 4 €. Là aussi, ils se foutent des gens. Mais enfin, bon, bref. Donc, ils ont voulu transformer les médecins en délateurs. Et là, je suis content parce que les médecins n'ont pas voulu rentrer dans ce jeu pervers. On n'est pas là pour dénoncer des gens. On n'est plus en 1942. Et là, il y a des personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux, des généralistes notamment, en disant ce n'est pas conforme par rapport au serment d'Hippocrate qu'on a donc avec la main droite, on a juré devant Dieu et devant les hommes que on ne révélerait jamais ce qui se passait intramuros à domicile de nos patients et on va tenir cet engagement-là. On ne va pas dénoncer à des brigades sanitaires des personnes qui sont malades. De la même façon que si on a des gens toxicomanes, on ne va pas appeler la brigade des stupes non plus. Donc voilà, il faut que les patients pensent toujours qu'ils peuvent avoir confiance en leur médecin et qu'on ne trahira jamais le secret médical. Voilà.
Et ça, je suis content que des médecins aient réagi et que cette proposition dégueulasse gouvernementale n'ait pas été suivie. Non, mais est-ce que le Conseil de l'Ordre a pris position sur ce fait quand même grave? Mais non, le Conseil de l'Ordre n'a pas non plus pris position par rapport à l'interdiction de prescrire, et c'est dommage quand même. Mais le Conseil de l'Ordre est une espèce d'institution totalitaire qui va donc... c'est disproportionné aussi les pouvoirs du Conseil de l'Ordre. Vous comprenez? Et justement, si jamais vous contestez une décision gouvernementale, vous avez votre liberté d'expression. Si vous contestez le gouvernement, vous pouvez le faire et je ne m'en prive pas. On ne va pas me retirer mon métier à cause de ça. Par contre, si un médecin conteste une décision du Conseil de l'Ordre, on lui prend son diplôme, on le déchire, on lui empêche d'exercer la médecine. Et ça, c'est complètement abusif. Qu'un médecin n'ait pas la capacité de donner son opinion de façon libre, de façon tout à fait libre, ça, c'est tout à fait anormal. Dans une république, on doit pouvoir avoir sa liberté d'expression. Et ça, c'est pas normal. Voilà. J'ai bien compris, docteur Charbonnier, mais est-ce que sur un cas comme celui-ci dont vous venez d'évoquer, est-ce que la réaction du Conseil de l'Ordre était attendue quand même en disant oui. Mais oui, moi j'espérais encore. J'espérais que le Conseil de l'Ordre allait défendre les médecins en disant ce sont les médecins qui ont la liberté de prescription. Ce sont aux médecins de choisir de quelle façon ils vont soigner leurs malades. Voilà. Un Conseil de l'Ordre devrait pouvoir défendre les médecins selon le serment d'Hippocrate. Mais en tout cas, voilà. il défend les médecins accusés de pédophilie. Ça va être d'ailleurs un gros sujet qui va sortir prochainement. Voilà, on va en parler là avec la journaliste qui a fait cette enquête. Donc oui, je pense que le Conseil de l'Ordre va être sur le feu bientôt. Je crois que le Conseil de l'Ordre déjà ne devrait pas faire de délation. Par exemple, un exemple précis, quand j'ai été mise en garde à vue pour des problèmes financiers. J'ai eu fiscaux. J'ai eu donc le policier qui m'a brandi un chèque comme ça en me disant, vous savez ce que c'est ça, ce chèque? C'est un chèque que vous avez fait, docteur, au Conseil de l'Ordre. Oui, un chèque de 1 500 €, une amende que j'ai payée, donc parce que j'avais mis docteur en parlant de TCH. Donc j'ai payé cette amende. Et moi, candidement, je ne suis pas un juriste, je me suis servi de mon chéquier de ma société, de ma SAS Conscience et Hypnose pour régler cette amende. Je n'avais pas le droit de le faire. D'accord. Bon. Il aurait été sympa et confraternel que le Conseil de l'Ordre m'informe, vous êtes trompé de chéquier, refaites-nous un chèque. Non, ils l'ont envoyé à la brigade financière. Donc heureusement que nous ne sommes pas en 1942, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Merci docteur. Merci docteur de ces mots forts, percutants et tristes malheureusement. Tristes parce que ça se joue au détriment des patients. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Il va y avoir une révolution culturelle. Il va y avoir des institutions qui vont être modifiées et je suis très optimiste, vraiment, parce que je pense qu'il y a des confrères qui vont se soulever et je pense que les choses vont bien changer. Et je partage votre optimisme. Bon, écoutez, en tout cas, rendez-vous à tous pour le 22 juin pour la sortie de Thanatos dans les salles. Vous pouvez retrouver le docteur Charbonnier. Un immense merci, docteur, pour ces informations qui nous permettent d'avoir un autre éclairage sur l'actualité. Et puis, au plaisir de se reparler, en tout cas, peut-être au plaisir de se revoir le 22 juin. À bientôt, on fera le point. Ciao, ciao.